Le débat de ce Smart Impact, on s'intéresse aux conséquences de la course mondiale à la puissance en matière d'intelligence artificielle, conséquences environnementales qui sont réelles. Vous allez le voir, je vous présente tout de suite mes invités. Frédéric Brajon, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes associé, cofondateur de Saigus, et Yves Nicolas, bonjour. Bienvenue à vous aussi, bonjour. Directeur du programme Intelligence Artificielle, CTO adjoint de Soprasteria. Peut-être une présentation de Saigus pour commencer en quelques mots. Oui, merci. Alors, très brièvement, Saigus est un cabinet de conseil qui existe depuis 10 ans, français, donc je suis un des 3 cofondateurs. D'accord. Et notre positionnement est d'accompagner les grandes entreprises françaises dans leur transition face à l'IA. Donc, ça veut dire comment trouver les bons cas d'usage, comment repenser la manière de travailler, comment l'encadrer et la gouverner également. Cette question-là, elle est au cœur d'à peu près toutes les discussions que vous avez avec les clients de Soprasteria aujourd'hui. La place de l'IA, la transformation des métiers. Ensuite, on va parler de l'impact environnemental, mais c'est vraiment devenu central, quoi. C'est absolument essentiel. Soprasteria, c'est une société qui a 50 000 personnes sur le territoire européen, une société souveraine. On s'intéresse au secteur des services financiers, de la défense, du secteur public. Et tous nos clients aujourd'hui, leur enjeu, c'est comment ils se transforment avec l'IA. Comment ils se transforment avec l'IA, comment ils la contrôlent, comment ils contrôlent leurs données, etc., etc. Mais ce qui nous réunit, c'est effectivement l'impact environnemental de cette intelligence artificielle. On va s'appuyer sur un chiffre qui concerne le secteur du numérique, donc qui nous dit que le numérique consomme déjà jusqu'à 12% de la consommation mondiale d'électricité. C'est forcément un chiffre qui va augmenter, Yves Nicolas ? Alors, on peut avoir des chiffres plus précis maintenant sur l'IA. Je pense en particulier à ce rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui est sorti il y a quelques semaines, qui montre bien, comme je le résume, le digital, finalement, sur une dizaine d'années, on a gardé la consommation d'électricité et d'énergie à peu près stable, avec la croissance des usages qui était compensée par l'optimisation des équipements. Et là, avec l'IA, ce que montre le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, c'est que cette consommation des data centers va passer entre 2024 et 2030 d'à peu près 400 TWh annuels à 900 TWh annuels, ce qui représente la consommation électrique d'un pays comme le Japon. Donc c'est énorme. C'est assez vertigineux. Alors on va parler des efforts qui sont faits, qui sont réels, de ce qu'on peut optimiser, améliorer. Sauf que dans l'équation, on est, Frédéric Brajon, dans une course à la puissance qui est la course des États et qui est la course des géants économiques. Donc l'équation, elle semble intenable, à votre avis. L'équation est assez complexe. On voit bien que les grands plateformistes, que ce soit Microsoft, Google, s'écartent de leur objectif de neutralité carbone quand même, qu'ils avaient fixé à 2030. Ils n'arrivent pas aujourd'hui à être sur la bonne trajectoire. Et a priori, on n'a pas forcément de levier à si court terme pour y arriver. Donc ça pose quand même une vraie question. Sachant qu'il n'y a pas que la consommation d'électricité, il y a aussi celle d'eau, celle d'accès aux minerais, aux métaux rares. Donc on estime que d'ici 2040, il y aura une hausse de la consommation mondiale de cuivre, par exemple, de 40%, de lithium de 700%. Et donc ça pose beaucoup de problématiques, notamment géopolitiques. Effectivement, puisque pour l'instant, la production et le raffinage de ces métaux rares, c'est la Chine qui l'ultra-domine. La Chine et puis les autres territoires sont évidemment en ligne de mire. Évidemment, voilà. Sur les leviers d'action, on va essayer de positiver un peu, on aime bien positiver dans cette émission. Comment on peut, je commence avec vous Nicolas, effectivement, alors, si on prend un data center d'ailleurs, un data center d'aujourd'hui, il est beaucoup moins énergivore qu'un data center d'il y a 15 ou 20 ans. C'est déjà le cas ou pas ? Alors oui, après, globalement, et puis il y a des gens qui sont plus ou moins transparents. C'est sûr que si je prends l'exemple d'un OVH Cloud, par exemple, en Europe, OVH Cloud est très transparent et très clair sur comment l'usage, non seulement de l'énergie, mais de l'eau, est très bien optimisé chez eux. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'optimiser ? Eux, dès le début, ils travaillent leur outil industriel pour le faire. Après, l'enjeu de l'IA, il n'est pas tant au niveau du data center, il est vraiment au niveau des usages. Qu'est-ce qu'on fait ? Et l'usage essentiel dans une entreprise aujourd'hui, il n'est pas faire de l'IA pour faire de l'IA, il est l'IA au service du métier de l'entreprise. Et pour faire ça aujourd'hui, on voit bien qu'on a de plus en plus intérêt, plutôt qu'avoir des grands modèles généralistes qui veulent faire tout et n'importe quoi et qu'on va essayer d'appliquer à tous les usages. Les IA génératives qu'on connaît. Exactement, la course à la croissance. Il est souvent beaucoup plus pertinent de se focaliser sur le pourquoi, sur le cas d'usage qu'on va réaliser et de prendre un plus petit modèle, un modèle frugal qu'on va
particularisé sur le domaine spécifique de ce cas d'usage métier. Ouais. Ça veut dire, Frédéric Brajon, qu'on est en train d'apprendre à mieux utiliser l'intelligence artificielle entreprise par entreprise, c'est ça l'idée ? Alors, on en est au début. Ouais. On en est au début. Il y a encore les entreprises essaient de mettre en place des processus de gouvernance de l'IA, alors poussés également par la réglementation, l'IA Act, qui malheureusement ne comprend pas de volet sur la partie sustainability. Donc il y a encore beaucoup d'acculturation et d'explications à faire dans le choix des cas d'usage, effectivement, puisque c'est le nerf de la guerre pour les entreprises. Mais premièrement, de savoir si l'IA est indispensable pour traiter ces cas d'usage. Ce n'est pas forcément le cas, c'est un peu la mode, mais ce n'est pas forcément le cas. Choisir les modèles les plus frugaux, effectivement, ça c'est essentiel. Et puis après, il y a aussi une acculturation à faire sur la pertinence même des cas d'usage. C'est-à-dire, est-ce que c'est toujours bon, finalement, d'utiliser l'IA pour plus de productivité ? Je prends un exemple. Rédaction d'articles. Si on est inondé d'articles rédigés par l'IA, est-ce que c'est forcément une bonne chose ? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux utiliser l'IA pour apprendre à bien faire des articles ? Voilà. Donc il y a une notion de discernement sur l'utilisation même de ces IA-là et pour en contrôler aussi l'impact. Avec une question sur la capacité à former ou à embarquer les collaborateurs d'une entreprise. Alors, ça, c'est essentiel. L'adoption des usages, c'est ce qui fera qu'il y a un ROI ou pas sur l'IA dans les entreprises. Mais la formation et l'acculturation à grande échelle, ça, c'est clairement un défi pour toutes les grandes entreprises françaises et dans le monde. Sur ces enjeux de formation ou du sens, est-ce qu'il y a l'offre ? C'est-à-dire est-ce qu'il y a l'offre d'IA adaptée à une entreprise, d'IA frugale, d'IA qui permettent justement à une entreprise, peut-être quelle que soit sa taille, d'ailleurs une PME, de ne pas forcément utiliser les IA génératives que tout le monde connaît? Alors, elles vont se déployer au fur et à mesure. Ça commence à arriver pour les travailleurs de la connaissance. Et puis, il y a effectivement assez vite une focalisation qui va se faire sur les usages qui apportent de la valeur. Chez Soprasteria, on a déployé des outils adaptés à chacun de nos métiers. Donc, on a un outil pour les consultants, on a un outil pour les développeurs, on a un outil pour les business analysts, par exemple. On a des outils pour les vendeurs. Et sur chacun de ces outils, par rapport à la population ciblée, on se focalise sur des usages qui sont très intéressants. Donc vous avez affiné l'IA, en quelque sorte, c'est ça ? On affine l'IA pour bien apporter l'usage qui sert à quelque chose, qui peuvent être des trucs tout bêtes de l'outil. C'est vrai qu'avoir un outil pour les consultants pour traduire très très vite une présentation PowerPoint en gardant le même schéma, et ben ça, voilà, c'est immédiat. De la même façon, un consultant, il va pouvoir se servir d'un outil qui va lui permettre de comparer très rapidement son client par rapport au pair du même vertical. Après, c'est important de garder l'usage raisonné et on ne prend pas, de la même façon qu'on ne prend pas un vérin hydraulique pour écraser une noix, voilà, et ben on ne prend pas un chat GPT pour demander 2+2 ou demander comment je rejoins Bsmart en venant de mon bureau. Et pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Et il y a beaucoup de gens qui le font. On utilise le vérin hydraulique, quoi, c'est ça ? Alors, c'est pour ça que c'est important de sensibiliser à l'impact environnemental et aux usages. Et ce sont vraiment les usages qui vont permettre d'améliorer ce bilan carbone, parce que je sais pas, par exemple, je recevais Bertrand Picard il y a quelques jours de la fondation Solar Impulse qui disait, mais par exemple, il faut récupérer la chaleur des data centers pour la connecter au réseau de chaleur urbain, donc finalement mettre les data centers plutôt dans les villes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a aussi cette cogitation générale autour de l'amélioration de ce bilan. Il faudra agir à tous les niveaux, que ce soit l'efficience des data centers, que ce soit les sources d'énergie, utiliser un maximum de sources d'énergie renouvelables, malheureusement qui ne sont pas assez constantes pour alimenter 24/24 des data centers. On voit des mix énergie nucléaire avec des petites centrales qui vont être utilisées pour alimenter des data centers. C'est vrai, et on voit que les géants de l'industrie numérique, d'ailleurs, en tout cas, ont des projets d'équipement en mini-réacteurs. Bonne ou mauvaise chose, débat, mais en tout cas, c'est un axe. Et puis après, effectivement, les usages, faire des usages raisonnés, avec discernement, et utiliser des modèles avec un choix efficient également. Parce que l'IA, elle peut aussi se mettre au service de la transition environnementale. Absolument. Nicolas, et là on ouvre la page positive de l'histoire. C'est-à-dire, en quoi ça peut nous permettre d'accélérer ou d'être plus efficace dans ce virage ?
En fait, nous, chez Sopra Steria, on a vraiment axé notre travail sur l'impact environnemental autour de 3 axes. Ouais. Il y a l'axe dont on a déjà parlé, qui est aller vers de la frugalité, beaucoup plus d'usage. Et dans frugalité, il y a les petits modèles et l'usage raisonné. Il y a un deuxième axe qui est la mesure et la transparence. S'assurer qu'on sait nous mesurer et qu'on demande à nos fournisseurs de mesurer et d'être transparents sur la façon dont ils mesurent. Et puis, il y a le troisième axe qui est celui qu'on appelle de ROI d'impact. Et je donne un exemple très concret. J'animais une table ronde à Change Now il y a quelques semaines où j'avais invité Fabien Mangeant, qui est le directeur IA du groupe Air Liquide. Un groupe comme Air Liquide qui a entrepris qui doit décarboner, qui est un groupe dont la production est très carbonée, pour décarboner, ils ne peuvent pas se passer d'IA. Alors, ce n'est pas forcément de l'IA générative, c'est ce qu'on appelle de l'IA prédictive avec des modèles, mais qui permettent vraiment d'avoir un ROI d'impact positif, c'est-à-dire avoir de l'IA comme un outil technologique qui va servir à l'objectif ultime. L'objectif ultime, c'est pas l'IA. L'objectif ultime, c'est décarboner cette industrie. Vous avez d'autres exemples, Frédéric Brajon, d'utilisation de l'IA pour, je sais pas, par exemple, limiter le gaspillage? Oui, effectivement, c'est un axe important pour les entreprises. Le Gartner, d'ailleurs, a, je crois, estimé qu'il pouvait y avoir un gain sur des usages précis d'IA de 5 à 10% sur les gaz à émissions de fer. Sur les émissions de gaz à effet de serre. D'accord. Et ça, on l'obtient par de l'efficience sur des processus de production, sur de la maintenance prédictive, sur de l'optimisation à l'irrigation, par exemple, dans l'agroécologie. Donc, il y a des axes évidemment pertinents. Il ne faut pas jeter l'IA en disant... Non, mais bien sûr que non, ça ne sert à rien d'avoir... Il ne faut pas être binaire quand on parle d'IA. Il ne faut pas être binaire. Donc, il y a évidemment des bons cas d'usage, des cas d'usage qui vont améliorer en partie la situation, mais les rapports de force ne sont pas tout à fait équivalents. Ce qu'on va gagner d'un côté ne compensera pas aujourd'hui la manière dont on consomme. J'ai une question qui est plus sociétale, mais est-ce qu'on gagne vraiment du temps avec l'IA? Parce que moi, je vois que... Il y a quand même des erreurs, les fameuses hallucinations des IA génératives, et puis finalement, le temps que tu as gagné, tu le perds ensuite à vérifier ce que l'IA t'a proposé. Je trouve ça très intéressant parce que votre réponse est dans votre question, en fait, d'une certaine façon. Et en fait, je le retournerai dans l'autre sens, c'est-à-dire, pour commencer, c'est peut-être la première question à se poser individuellement, et aller vers un usage raisonné, parce que c'est important de connaître cet impact et de ne pas être dans le déni, de ne pas s'accrocher absolument à ce que ça va nous faire gagner. Et pour notre propre usage, pour aller vers un usage raisonné, la première question, c'est de se dire... C'est quoi les usages où l'IA m'apporte réellement quelque chose? Exemple très personnel, je vous parlais de la traduction d'un PowerPoint, je l'ai fait hier, ça me fait gagner du temps. Honnêtement, la synthèse d'une réunion Teams, je ne gagne pas de temps. D'accord. Ok, mais voilà, c'est un bon petit message qui est passé. Merci beaucoup. Très rapide, alors 10 secondes vraiment. Vraiment 10 secondes, oui, je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait la génération qui nous fera gagner beaucoup de temps. Ça va être l'agentique, la génération qui arrive. C'est-à-dire quand l'IA aura une capacité et une autonomie de décision. Et alors à ce moment-là, il y aura une question sociétale. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps gagné? Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite.